Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 mai, voici les titres. La Roca Team termine à la 3e place de la saison d'Euroleague, une performance historique dont on va largement vous parler dans cette édition entre reportages et invités. De la natation à retrouver également avec les performances des nageurs lors du meeting international de natation de Monte-Carlo. On continuera à vous parler de sport avec notre invité Hugo Nice. Le tennisman a remporté le Masters 1000 de Rome en double messieurs, une grande première à Monaco. Du squash à l'occasion des Jeux des petits États d'Europe et la Monte-Carlo Fashion Week seront aussi au sommaire de votre journal. Mais nous débutons cette édition avec le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe qui s'est tenu les 16 et 17 mai en Islande. Isabelle Béraud-Amadei a participé à ce sommet. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors, quel était l'objet de ce 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe auquel vous avez participé ? Je dois dire tout d'abord que c'était un sommet assez exceptionnel, puisque le dernier événement de ce type s'est déroulé en 2005 à Varsovie. Donc 18 ans plus tard, un nouveau sommet des chefs d'État et de gouvernement sous présidence islandaise à Reykjavik. Et puis c'était d'autant plus exceptionnel qu'on a vu se réunir 46 chefs d'État, enfin la grande majorité des 46 chefs d'État et de gouvernement des États membres du Conseil de l'Europe, avec également des hauts représentants de l'Union européenne et d'organisations internationales. Donc une forte représentation au niveau de ce sommet. Je crois que vous avez profité de ce sommet pour aborder tous ensemble la guerre en Ukraine qui continue. L'Europe a, je crois, réaffirmé son soutien aux Ukrainiens et cela aboutit à la création d'un registre des dommages de l'agression russe. Je dirais tout d'abord que l'objectif premier de ce sommet, c'était, dans cette période un petit peu troublée, de repenser les missions du Conseil de l'Europe et surtout de réaffirmer l'engagement des États membres en faveur des valeurs fondamentales promues par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit et les valeurs fondamentales. Donc bien évidemment, dans un contexte particulier qui est la guerre en Ukraine, je dois dire que la situation de l'Ukraine a un petit peu monopolisé les débats pendant le sommet de Reykjavik. Effectivement, tous les États membres ont réaffirmé le soutien en faveur de l'Ukraine et ont salué, comme vous l'avez dit Julia, la création d'un registre qui permettra d'enregistrer et de documenter les preuves et les réclamations qui émaneront de particuliers ou bien de l'État ukrainien ou des personnes morales consécutivement à l'agression russe en Ukraine. Qu'attendiez-vous personnellement pour Monaco de ce sommet ? Ça sera ma dernière question. Écoutez, pour Monaco, c'était très important puisque nous avons renouvelé notre volonté politique de soutenir les valeurs du Conseil de l'Europe. Nous avons également renouvelé notre soutien à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un rempart incontournable contre l'affaiblissement de ces valeurs. Et nous avons souhaité aussi que les États membres portent leurs efforts sur l'exécution rapide et efficace des arrêts de la Cour. Tout cela dans un contexte particulier pour Monaco, puisque en 2024, nous célébrerons les 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. Donc c'était tout à fait normal que nous soyons présents et que nous réaffirmions notre soutien et notre engagement en faveur des actions du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup à vous Isabelle Béraud-Amadei d'avoir été présente sur Monaco Info. Merci Julia, bonne soirée. Et nous ouvrons une belle page de sport à présent dans ce journal. Après la déception de la demi-finale face à l'Olympiakos, la Roca Team a su se remobiliser pour aller chercher la 3e place de cette saison d'Euroleague. Un résultat acquis face aux Barcelonais que les Monégasques n'avaient jusque-là jamais battus. Résumé de ce joli point final européen par Yannick Debever et Jérémy Henry. Troisième de l'Euroleague, c'est tout simplement le meilleur résultat d'un club du championnat de France depuis le titre de Limoges en 1993. Monaco a marqué l'histoire ce week-end à Kaunas.
Après une défaite amère en demi-finale, la Roca Team a su relever la tête pour finir sa saison sur une bonne note et des sourires communicatifs. Dans cette petite finale, les Monégasques se sont baladés face à des Barcelonais qui n'ont jamais semblé impliqués à 100%. L'écart se fait rapidement dans le premier quart-temps. Sacha Obradovic fait largement tourner son effectif pour permettre à chacun de goûter à ce Final Four. Mathieu Strazel, comme souvent, saisit sa chance et finit meilleur marqueur monégasque avec 14 points. À la mi-temps, Barcelone accuse un retard de 16 unités qui ne sera jamais comblé. La deuxième période est du même acabit que la première. Sur un faux rythme, Monaco reste sérieux, se fait plaisir et repart logiquement de Kaunas avec une troisième place de l'Euroleague et le désir certain de vouloir faire encore mieux l'année prochaine. When you think about a whole season, you think how long it was, how many ups and downs it was, how many different difficult situations we were in, and this and that, looking at everything, then you're like, okay, it's very successful season. But then when you're thinking about only this moment, you're like, okay, we missed one step. Like, what if that one step would be with us? There would be a different story. There would be final today. It's always like that. So from one side you're satisfied, but from the other side you're thinking like, okay, you missed one step. Au terme d'une finale d'anthologie, le Real Madrid remporte son 11e titre dans la plus grande des compétitions européennes aux dépens de l'Olympiakos. Tout s'est joué à 3 secondes de la fin sur un shoot victorieux du légendaire Sergio Llull. C'est l'homme des shoots au buzzer, Sergio Llull. Sergio Llull. C'est pas possible, c'est incroyable. Euroleague terminée, la Roca Team se tourne à présent sur les playoffs de Betclic Elite. Les Monégasques reçoivent la SIG Strasbourg pour le premier match ce mercredi à 20h. Ce premier match de play-off sera à suivre en direct sur Monaco Info et commenté par Frédéric Elion et Ali Traoré, nos experts basket, vous le savez, sur Monaco Info. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver un autre spécialiste du basket européen pour nous parler justement des performances de la Roca Team. Jacques Monclar est consultant sur beIN Sport. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, le résumé de la petite finale du Final Four contre Barcelone. Alors malgré leur lourde défaite en demi, les Roca Boys ont encore une fois impressionné en s'imposant face à Barcelone et en montrant finalement encore une fois tout leur caractère. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre ? C'est toujours bien, alors il est toujours difficile à aborder parce que ce sont deux équipes qui ont perdu, qui ont un peu mal à la tête. Mais c'est très très bien que pour une première apparition en Final Four, Monaco marque son passage par une victoire. Par une première mi-temps de très haut niveau en demi-finale, une explosion après. Mais son passage est marqué et c'est aussi une récompense pour les joueurs, pour Sacha Obradovic, pour tout le monde de finir sur une note positive cette aventure extraordinaire de l'Euroleague. Vous le disiez, c'est leur première participation à ce stade de la compétition et en seulement 2 saisons d'Euroleague, cette 3e place, il faut le dire, est historique. Elle est historique, elle a toujours le goût d'une 3e place, c'est-à-dire qu'on aurait voulu faire la grande finale, mais elle est belle parce que devant sont 2 cadors extraordinaires, l'Olympiakos qui a dominé la saison régulière, le Real qui est une machine à gagner et qui gagne surtout quand on l'attend pas, et le Barça qui est resté à quai, qui finit 4e et qui pour moi avait peut-être le plus bel effectif de toute l'Euroleague. Donc voilà, la performance est belle. Elle est magnifique, elle est une récompense pour tout un club, une organisation, pour les joueurs, pour leur leader, Mike James, pour Jordan Lloyd, pour le capitaine Yacouba Diawara, pour Ouattara, pour tous ces joueurs qui ont tout donné cette année, mais qui vont devoir donner un peu plus. Un peu plus ? Dites-nous-en en plus, justement. Pour être champion de France. Ils n'ont pas le choix. Alors, ils retrouvent Strasbourg qui leur avait donné un sérieux avertissement l'année dernière. Il faut se remobiliser. Je ne crois pas trop à la fatigue physique. Il y a un effectif. Il y a des joueurs qui sont capables de sortir du banc aussi. Le petit Strazel a montré de belles choses dans le match de la 3e place. Yohan Makoundou, on sait qu'il peut jouer. Voilà, les autres, ils sortent d'une dynamique intéressante, à l'image de chacun dans leur rôle. Ils ont fait des très belles choses. Eli Okobo, Mike James, tous, Brown, Moti Younas, ils ont tous été beaux. Maintenant, la Roca Team n'a jamais été championne. Je chambre quelques amis monégasques avec ça. Il serait temps que
que le trophée de bronze qui fait 35 kilos, hein, vous verrez s'il vient, il est très lourd, vienne se perdre un petit peu près du palais, quoi. Vous y croyez cette année? Ah, ils sont clairement favoris. Maintenant, on reste à eux de le faire, hein. Ils sont clairement favoris, même si l'Asvel a un vrai savoir-faire parce qu'il reste sur 3 championnats consécutifs gagnés, même si des équipes comme le Valois ont les dents longues, même si d'autres peuvent émerger. Monaco, la Roca Team est favorite, oui, clairement. Grosse cote même, hein. Monaco, on l'a vu tout au long de cet entretien, mais qui s'impose véritablement dans le paysage européen du basket. Comment, finalement, en tant que spécialiste, vous analysez cet incroyable succès? Une bonne méthode. Alors, il y a l'évolution. Il y a 10 ans, ils étaient en National 1, le 3e niveau français. Euh, non, je trouve que cette saison, par exemple, si elle doit être symbolique de la nouvelle gouvernance auprès du nouveau président propriétaire, M. Fedorossev, elle est importante parce qu'ils ont pris des bonnes décisions, ils ont pris des décisions fortes. Suspendre Mac James, que Sacha Obradovic arrive à créer un groupe aussi sans lui, à gagner ce match à Vitoria, à faire des perfs. Mike James est revenu et est rentré dans le moule et ça a élevé l'équipe. La Roca Team est un exemple d'une équipe qui est arrivée vite en haut et qui, je crois, n'a pas envie d'être une météorite, donc s'installer. Merci beaucoup à vous, Jacques Monclar, pour votre analyse de l'épopée de la Roca Team. Je vous en prie, plaisir. Ce week-end, vous avez peut-être suivi en direct sur notre chaîne la 40e édition du meeting international de natation de Monte-Carlo. Mais si ce n'est pas le cas, session de rattrapage avec Frédéric Elion qui revient sur les temps forts de cette compétition. Reportage. 20 jours avant les championnats de France à Rennes et à 2 mois des championnats du monde à Fukuoka au Japon, le 40e meeting international de natation de Monte-Carlo a réuni plus de 300 nageurs avec une cinquantaine de médaillés olympiques, mondiaux ou européens. Parmi les têtes d'affiche, une habituée, Sarah Sjöström, a brillé en remportant le 50 mètres nage libre face à l'Australienne Campbell. En demi-finale, elle s'offre un nouveau record du Mare Nostrum grâce à ses 23 secondes 82. La Suédoise s'impose également sur le 50 mètres papillon face à la Française Mélanie Hennig, en améliorant son propre record du meeting d'un centième avec un chrono de 24,89. Le tournoi de vitesse spécificité de l'étape monégasque du Mare Nostrum a offert d'autres performances de très haut niveau. Record du Mare Nostrum pour la Sud-Africaine, Lara van Niekerk sur le 50 mètres brasse en 29,75 et record du Mare Nostrum égalé pour la Canadienne Ingrid Wilm qui triomphe sur le 50 mètres d'eau. Trois autres nageurs ont établi un record du meeting. Shioban Ogi sur le 200 mètres nage libre en 1,55,03. Le japonais Tomoru Honda sur le 200 pape en 1,54,22. Et le suisse Noé Ponty sur le 100 mètres papillon en 51 secondes 28. Noé Ponty. Côté français, Lilou Rossancourt s'impose sur le 200 mètres papillon en 2,09,65. Et avant les Jeux des petits États d'Europe à Malte, plusieurs nageurs monégasques se sont hissés en finale B et même en finale A, à l'image de Léa Maric sur le 200 mètres brasse ou Lisa Pou sur le 400 mètres nage libre. Je vous le disais en titre, Hugo Nys a remporté ce dimanche le Masters 1000 de Rome en double messieurs. C'est le premier joueur de la Fédération monégasque de tennis à décrocher un tel titre et il est présent avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, félicitations pour votre titre, ce titre qui est une performance historique. Qu'est-ce que vous ressentez au lendemain de cette victoire ? Beaucoup de joie, c'est vraiment ça qui prime aujourd'hui. Beaucoup de fierté aussi, très heureux de ramener ce titre à la Fédération monégasque de tennis aussi qui me soutient depuis tant d'années et puis à la Principauté tout simplement. Voilà, très heureux aujourd'hui. Déjà finaliste à l'Open d'Australie en début d'année, vous confirmez votre forme incroyable du moment en décrochant le plus beau titre peut-être de votre carrière. Quels sont les secrets de votre réussite cette saison ? Oui, pour l'instant, c'est ma plus belle saison. Secret, je suis pas sûr que je veuille les dire comme ça en direct, mais non, il y en a pas vraiment. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'années, des années de sacrifices et de travail. Et voilà, et parfois ça paye, c'est pas souvent. Donc on profite quand ça arrive. Et voilà, je travaille tous les jours pour progresser. Et donc
Voilà, j'ai toujours des objectifs très élevés et je suis content quand certains sont atteints. Justement, le prochain grand rendez-vous, ça sera dans 15 jours à Roland-Garros, un tournoi dans lequel vous arrivez forcément avec ces résultats, avec de grandes ambitions. Ouais, Roland-Garros, c'est dans moins de 10 jours, là, même dans une semaine, le début du double. Forcément, on a toujours envie de très bien faire sur ces tournois du Grand Chelem, après notre finale en Australie et ce titre à Rome. Euh, voilà, on va continuer beaucoup travailler parce qu'on sait que dans le tennis, chaque semaine est vraiment différente, il y a beaucoup de concurrence. Mais oui, ça reste un très gros objectif. Ouais. Merci beaucoup à vous, Hugo Nice. On vous laisse vous remettre de vos émotions. Merci à vous. Et dans le même temps, ce week-end, Lucas Katarina a gagné le tournoi futur de Suède. Prochain rendez-vous pour le jeune monégasque, les Jeux des petits États d'Europe. Et justement, suite de notre série, j'en profite de reportage avant le début des Jeux des petits États d'Europe. Comme je vous le disais, ça sera dimanche prochain à Malte. Coup de projecteur aujourd'hui sur le squash, une discipline qui fait son retour après une longue absence. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. C'est le grand retour du squash, absent des Jeux des petits États d'Europe depuis 2011 et l'édition au Liechtenstein. 12 ans après, 8 joueurs et joueuses défendront les couleurs de la principauté à Malte. Ça va commencer par les individuels. 3 femmes vont jouer en individuel et 3 hommes. Pour les 2 premiers jours, il va suivre le championnat par équipe. Donc là, uniquement pour les hommes. Donc c'est 4 joueurs et 1 remplaçant. Par la suite, on va avoir les double hommes, double femmes, ainsi que les doubles mixtes pour terminer la compétition. Des disciplines qu'on n'est pas habitué à pratiquer, les doubles, mais c'est vraiment une bonne expérience. Et puis on va essayer de tout donner et pourquoi pas avoir des médailles. Parmi les joueurs présents à ces Jeux, Sam Hénin, 15 ans, un des plus jeunes athlètes de la délégation monégasque, qui vient tout juste de participer au championnat de France U17 à Bordeaux. C'est une immense fierté de pouvoir représenter Monaco à ces Jeux. J'ai tout juste 15 ans, c'est un très grand honneur de pouvoir faire ces Jeux-là. D'autant plus, je crois que tu vas les faire en famille, c'est ça? Raconte-moi un petit peu. Ouais, c'est ça, je vais participer en double avec mon père. Et ouais, c'est bien pour être en famille, passer des bons moments ensemble. Sam participera à l'épreuve de double avec son père Jérôme, Anne et Arnaud Baldoni, Natalia Bérin, Camilla Zerbo, Sébastien Dassonville et Loïc Ruchon seront aussi du voyage pour le grand retour du squash au JPE. La principauté qui brille décidément en sport à l'international avec l'association sportive monégasque de Joëlette qui termine à la 2e place des championnats du monde. 37 équipes étaient en lice pour remporter cette 15e édition à Saujon en Charente-Maritime. Félicitations à nos monégasques. Ce week-end, dans la continuité de la Monte Carlo Fashion Week, avait lieu la 10e édition des Fashion Awards au Grimaldi Forum. Une cérémonie qui récompense le travail des créateurs exposés durant la semaine avec des prix comme le Business Ethic Award ou encore l'Award du changement positif. Anaïs Rihu et Julien Laugier étaient sur place. Ils étaient 200 à se réunir au Grimaldi Forum pour la 10e édition des Fashion Awards. La cérémonie, organisée durant la Monte Carlo Fashion Week, a récompensé 7 créateurs locaux et internationaux qui ont exposé leur travail durant la semaine. Parmi eux, Matteo Ward a reçu le prix du changement positif, qui souligne son engagement contre les conséquences de la fast fashion, ainsi que ses designs innovants et éco-responsables. It represents, I think, a recognition, which is always nice of what we've done in the past, but it's a reminder, I think it will be a constant reminder of what we need to continue doing, work harder with a greater sense of urgency, more sense of responsibility for what it really means for the millions of people that around the world are still impacted by the environmental and social consequences of fast fashion, by climate change. It's literally all of us, from Italy to Indonesia, Ghana, Bangladesh, some countries more affected than the others. I will look at this war with the awareness of what we need to do and continue doing to never lose faith and challenge the status quo. Bien qu'ils étaient nombreux à venir d'Italie ou encore des États-Unis, Soya Chartier, étudiante monégasque, a été récompensée pour son travail Made in Monaco avec des collections exclusivement conçues en principauté.
Son but, alerter et sensibiliser les acteurs de la mode sur la protection de la vie marine. Même si le milieu de l'art comme le milieu de la mode sont des milieux qui ont été de tout temps très polluants finalement, et beaucoup de gaspillage, on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'efforts qui sont faits partout. Et donc moi j'en fais au niveau de mon travail où j'essaye aussi de sensibiliser à ça. Et c'est beau de voir que des milieux aussi influents puissent être vecteurs de cette sensibilisation aux renouvelables, à prendre soin de la planète finalement. D'année en année, la Monte Carlo Fashion Week gagne en prestige et continue de réunir les participants autour d'une seule et même raison, promouvoir une mode éthique, durable et respectueuse de l'environnement. Comme chaque soir, le point sur vos prévisions météo avant de refermer votre journal avec Christinda Thomel. Bonsoir Christinda. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Mardi, quelques passages nuageux sont prévus. En matinée, le temps sera généralement clair. La journée restera principalement ensoleillée. Le climat sera doux avec des températures comprises entre 16 et 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h55 et se couchera à 20h58. Demain, nous fêterons les Didier. Le prince régnait 3 comme vous ne l'avez jamais vu. C'est ce que proposent les archives du Palais et l'Institut audiovisuel dans le cadre du parcours des grands appartements. Les visiteurs pourront ainsi découvrir son image fixe et animée du prince bâtisseur. Notre photographe Frédéric Nébinger était présent au montage de cette exposition qui se tiendra du 31 mai au 20 août et qui s'intitule « Le prince chez lui ». C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre journal. Très belle soirée sur notre antenne.